Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et ce soir on se retrouve pour débriefer l'étape numéro 17 de ce Giro, étape qui partait de Canazei pour aller à la montée de Sega Diala. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, surtout dans la montée de Sega Diala, qui a fait mal. Je vous avais dit c'était une montée qui pouvait être peut-être plus, qui était peut-être plus difficile que le Zoncolan parce que on avait de la pente tout le temps, et c'est vrai qu'il y avait de la pente tout le temps, il y avait vraiment du 16-17% assez régulièrement dans cette montée. Et au final, les 2 derniers kilomètres n'étaient pas beaucoup plus faciles parce que c'était une pente qui était assez régulière, ce qui n'était pas totalement indiqué sur mon graphique, sur mon profil d'étape. Étape avec une belle victoire de Dan Martin, Egan Bernal qui moi m'a fait peur. On va peut-être revenir rapidement sur Egan Bernal parce qu'on n'en parle pas plus tard dans la vidéo. Donc il se retrouve à 1,23 Egan Bernal aujourd'hui, mais il n'a pas réussi à suivre tout le temps la roue de Martinez. Il se fait rattraper par Caruso en fin d'étape, puis déposé quand même dépassé un petit peu par Caruso. Donc assez inquiétant, un petit peu inquiétant la manière dont Bernal a complètement explosé. En plus, à un moment, il roulait vraiment avec énormément de braquets. J'ai cru à un moment que c'était une fringale qu'il avait Egan Bernal. Donc si c'est ça, ok, pas trop de soucis. On va dire que c'était juste un coup de moins bien. Si c'est les jambes qui commencent à être en difficulté, inquiétant parce qu'il reste encore 2 étapes difficile sur ce Giro, l'étape 19 et l'étape 20. Et l'étape 19, il y aura encore que 2 cols de première catégorie. Et l'étape 20, je crois que c'est 3 de première catégorie. Donc voilà, il y a encore des difficultés à franchir pour Bernal avant d'aller chercher peut-être son premier Giro. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé, ce qui vous a plu. Et on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je vais commencer avec Geoffrey Bouchard, le maillot de meilleur grimpeur de ce Tour d'Italie. Belle opération aujourd'hui pour Geoffrey Bouchard. Déjà parce que il se retrouve à avoir 71 points d'avance sur Egan Bernal. Donc il a pris de l'avance sur Egan Bernal et c'était très important pour le coureur français. Et puis, bon, je dirais qu'à part Bernal, il n'y a plus d'adversaire direct. Dries de Bondt, c'est beaucoup trop loin. Bauke Mollema, c'est trop loin. Dan Martin, c'est un peu tard pour le coureur irlandais, vu qu'il y a 101 points d'écart entre Dan Martin et Geoffrey Bouchard. Donc maintenant, il va falloir se concentrer sur ce que fait Egan Bernal. Mais si Egan Bernal a l'air d'être un petit peu en difficulté, demain, il ne faudra pas partir en échappée. Est-ce qu'il vaut mieux partir en échappée vendredi ou samedi? C'est la question qu'on peut se poser. Vendredi, il y a le 4e catégorie, puis le première catégorie où il peut passer devant. Samedi, il y a 2 premières catégories où il peut passer devant. Donc il faudra bien réfléchir à comment est-ce qu'il faudra être dans l'échappée des deux jours. Est-ce qu'il aura besoin simplement d'être dans l'échappée dans une des 2 journées? C'est la question qu'il faut se poser maintenant du côté de chez AG2R, mais il fait un bon Tour d'Italie. Le Français, de toute façon, du côté des Bleus en général et du côté des Français en particulier, c'est un bon Giro. Victoire de Victor Lafay, un Français dans le top 10, également Geoffrey Bouchard en tête du classement de la montagne. Pour le moment, à part dans le domaine du sprint, on a été performant sur ce Tour d'Italie. 2e français, c'est Romain Bardet. Romain Bardet, je m'attendais à pire aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on me l'a rappelé dans les commentaires. Romain Bardet a souvent eu des journées de lendemain de journée de repos compliquées. Je me rappelle notamment du Tour de France, je crois. Me rappeler que c'est le Tour de France 2014 où il explose un lendemain de journée de repos dans les Pyrénées. Je crois. C'était 2014 ou 2015 où il explose dans les Pyrénées. Mais ça lui est arrivé déjà plusieurs fois d'être en difficulté sur un lendemain de journée de repos. Deuxièmement, sur ce Giro, il n'a pas forcément été très performant dès que la pente était importante, dès qu'on avait des forts pourcentages. Il a été meilleur sur les hautes altitudes. Or aujourd'hui, c'était vraiment des montées où on avait
peu d'altitude. Hein, on dépassait, je crois, pas 1300 mètres d'altitude, 1350 mètres d'altitude, donc ce qui est assez faible. Hein. Dans la dernière montée, il y avait encore des arbres au sommet. Donc ça rappelle que quand vous avez des arbres au sommet, vous êtes en dessous de 1500 mètres. Hein. Donc c'était pas forcément une montée avantageuse pour lui, et il s'en sort bien. Alors certes, pour le podium, ça va être compliqué, parce que, bon, Yates est sur le podium, il est 3 minutes devant. Donc il va falloir que Yates se plante, très clairement. Ensuite, malgré tout, pour la 4e place, c'est vraiment jouable vu l'état de fraîcheur de Vlasov et Hugh Carty qui ont perdu beaucoup de temps. Malgré tout, il faudra se méfier de Martinez qui est derrière, voire peut-être de Joao Almeida, surtout que Joao Almeida est bon sur le contre-la-montre et qu'il n'y a plus que 2 minutes 15 entre Bardet et Almeida. Donc le top 10, il a assuré, c'est bon. Ciccone étant à 11 minutes, le top 10 c'est bon, hein, c'est 5 minutes derrière. Maintenant, c'est le top 5. Est-ce que ça sera facile à jouer le top 5 ? Pas sûr, mais c'est intéressant de voir qu'il peut le faire. Surtout que Yates, en haute altitude, c'est un petit peu limité également. Et puis je termine du côté des Bleus avec Attila Valter. Et ben là, aujourd'hui, Attila Valter, il a pris cher. Le coureur hongrois, il est 59e. À 20 minutes 12, autant vous dire que même pour le top 15, ça s'éloigne un petit peu, vu qu'Attila Valter est 16e et que Formolo est 6 minutes devant lui, et que Formolo est donc le 15e du classement général. C'est dommage pour Valter, il avait fait jusque-là une bonne course, mais la 3e semaine a l'air d'être un peu trop difficile pour lui. Encore une fois, c'est pas son premier Giro, on me l'a rappelé dans les commentaires. Par contre, c'est la première fois qu'il jouait le général pour le Giro. L'année dernière, c'était avec CCC, et puis il avait traversé le Giro un petit peu. Moi, ça fait partie des coureurs que je n'avais pas remarqué du tout sur le Giro 2020 Attila Valter. Donc c'est dommage pour le Hongrois, parce que il y avait peut-être quelque chose à faire quand même sur ce Giro 2021. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Dan Martin. Quelle montée de Dan Martin! Quelle montée de Dan Martin, vraiment, au Sega Diala. Parce que quand on a vu Bike Exchange commencer à rouler très fort, limiter l'écart à 5 minutes, voire en dessous de 5 minutes, on s'est dit, moi je me suis dit, pour l'échappée, ça va pas être facile. Ensuite, quand j'ai vu que dans l'échappée, ça s'entendait pas du tout. Mais comme on a vu déjà plusieurs fois le cas cette année sur ce Giro, des coureurs en échappée qui vraiment n'arrivent pas à s'entendre, n'arrivent pas à collaborer entre eux. Notamment sur l'étape en Slovénie, ça collaborait pas bien entre tous les coureurs. Là, je me suis dit, c'est encore moins bien embarqué. Mais il a pris ses responsabilités, Dan Martin. C'est-à-dire qu'il a accéléré quand il fallait accélérer, notamment au Passo di San Valentino. Et puis ensuite, au Sega Diala, dès le pied, il a décidé de faire la montée, quoi. Dès le pied, il passe un très gros relais au bout de 500 mètres. Et puis après, il s'est envolé. Et puis, ça a marché. Ça a marché, alors, pour pas grand-chose, 13 secondes sur Almeida, mais ça a fonctionné. Et ça rappelle que Dan Martin, c'est un très bon coureur. Même si il a parfois eu de la malchance, notamment cette année sur le Giro. C'est vrai que l'étape des Strade Bianche, il semblerait qu'il ait eu un problème dès le premier secteur, donc c'était pas évident. Qu'il est parfois tombé sur les grands tours, ça reste un très bon coureur. Et sur les pentes importantes, ça reste un excellent coureur. Je rappelle que c'est quand même un mec qui a remporté le Tour de Lombardie, qui a remporté Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Catalogne, 2 étapes du Tour de France, 2 étapes du Tour d'Espagne. Donc désormais, une étape du Tour d'Italie, donc ça en fait un vainqueur d'étape sur les 3 grands tours. C'est aussi un coureur qui a été toujours performant sur les classiques flandriennes, même si cette année il n'avait pas fait les classiques flandriennes, qui a été assez performant régulièrement et qui arrive toujours à être performant à 34 ans. Ça, c'est aussi intéressant pour un coureur de ce type. Donc voilà, belle étape de Dan Martin. J'ai pas grand chose à dire à part qu'il a fait une montée absolument sensationnelle. Il a fait ce qu'il devait faire également pour une journée de ce type là. Il fallait vraiment tout tenter pour faire la différence. Je continue avec les coureurs au top avec
Simon Yates qui aujourd'hui a fait rouler déjà son équipe toute la journée. Donc quand vous êtes dans cette situation-là, il faut cocher l'étape, quoi. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire la différence. Et puis ensuite, à un moment, je me suis dit, dans le Sega Diala, il a quand même fait rouler énormément ses équipiers. Et puis, il n'y a plus grand monde, très clairement. Il n'y avait plus de main-d'œuvre pour lui. Et je me suis dit, dans le Sega Diala, à 6 km et demi, 7 km de l'arrivée, je me suis dit, putain, il va pas nous faire une lambda, c'est-à-dire avoir fait rouler ses hommes pendant toute la journée, et puis au final, ne pas attaquer. Surtout que je le voyais. Bon, il grimpait, mais il était pas si... il avait le maillot un peu ouvert, souvent signe d'un coureur qui est pas si bien que ça. Et pourtant, quand il lance son attaque, personne ne peut le suivre. Et réussir à sortir Bernal et à mettre en difficulté Bernal, parce que Bernal est un petit peu paniqué quand même aujourd'hui, eh bien c'est costaud de sa part. Surtout qu'il est tombé aussi sur un grand Joao Almeida. Aujourd'hui, Almeida était en très grande forme. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en plus Almeida, c'était pas forcément la montée qui pouvait lui convenir. Mais du côté de Yates, on était sur une étape où il allait être devant de toute manière, parce que sur le Zoncolan, il avait été bon, parce que c'est un coureur qui a du mal, c'est vrai, on se disait ça dans les commentaires, que c'est un coureur qui n'a jamais été très performant sur des montées à plus de 2000 mètres. Et c'est vrai qu'il aime bien les montées entre 1005 et, on va dire, inférieures à 1008. Notamment l'Etna, où il avait été performant sur l'Etna. C'est des montées qu'il aime bien. En dessous de 1008, c'est un coureur qui est très performant, Yates. Et là, il a fait une très très belle montée avec une équipe à son service qui a fait du bon job. Il s'est fait un peu oublier en fait dans le Sega Diala, presque. Et puis ensuite, quand il a réattaqué, bam, c'était costaud, c'était vraiment très très fort de sa part. Je continue avec un troisième coureur au top, c'est Joao Almeida, le coureur de la De Koninck. 13 secondes aujourd'hui simplement sur Dan Martin. Toute manière, quand j'ai vu son équipe rouler dans la petite portion de vallée entre le Passo di San Valentino et Sega Diala, je me suis dit, il a peut-être récupéré ses jambes, parce que vous savoir que déjà ça avait été pas mal à Cortina pour Almeida, mais il était parti dans l'échappée. C'est vrai que moi je m'étais dit, il avait quand même anticipé la montée, donc est-ce qu'il est vraiment si bien que ça? Est-ce qu'il va pas être en difficulté dans le top 10? Et puis là aujourd'hui, il a été très fort. Il a été très fort sur une montée qui ne lui convenait pas. Parce que le Sega Diala, c'est une montée avec beaucoup de pourcentage. Or, c'est plutôt un grand gabarit pour les grimpeurs. C'est plutôt un gabarit qui est un peu plus massif que les autres, qui est pas très bon sur les changements de rythme, Joao Almeida. Et pourtant, là, il a été excellent aujourd'hui. Il a fait du très très bon travail, le coureur portugais. Il faut le féliciter parce que attaquer Simon Yates alors qu'il est en très grande forme, c'est intelligent de sa part. Et puis aujourd'hui, il reprend plus de 2 minutes 30, notamment sur Romain Bardet. Enfin, pour le top 8, c'est vraiment l'homme qui fait la très très bonne opération du jour. Et puis je mets en dernier Caruso. Caruso qui, contrairement à Yates, contrairement à Bernal, n'a pas paniqué. Lui, ce qui est très fort de la part de Caruso, c'est que je me suis dit, il est en difficulté là, à 4 bornes de l'arrivée, je sais plus, c'était aux alentours de ça. Je me suis dit, ça y est, il va peut-être sortir de ses gonds, parce que c'est pas un coureur qui est habitué à être dans cette position de leader, c'est pas un coureur qui est habitué à jouer les avant-postes, le top 5 du classement général. Donc je me suis dit, sur un grand tour, il va être compliqué. En plus, à domicile, c'est un coup à vous faire péter les plombs, ce qui est arrivé notamment à Thomas Voeckler sur le tour 2011 déjà, quand il avait explosé dans la fameuse étape de l'Alpe d'Huez où Pierre Rolland prend le maillot blanc ce jour-là. Je me suis dit, c'est vrai que là, ça va peut-être être compliqué pour Caruso. Et puis, au final, il a essayé de lisser son effort un maximum, de pas prendre trop de risques, de rouler à son rythme. Et ça a marché. Ça a marché, il revient même sur Bernal. Quand je vous dis que d'un côté Bernal a paniqué, de l'autre, lui, il n'a pas paniqué. Il a déposé Bernal, il a fait sa course, il reprend 3 secondes. Alors on va me dire, c'est pas grand-chose. Oui, c'est pas grand-chose. Mais ça lui permet de rester toujours dans le top 3. Et puis il y a 2,21, c'est-à-dire que l'écart n'est toujours pas fait avec Bernal. 2,21, il peut perdre ce temps-là, surtout que Bernal aujourd'hui ne nous a pas vraiment rassuré sur son état de fraîcheur dans cette montée, vu que Daniel Felipe Martinez l'avait même à un moment sorti de sa roue. J'ai cru que Martinez il allait nous faire une Chris Froome face à Bradley Wiggins sur le Tour de France 2012.
Non, il s'est ravisé, ou peut-être on l'a un petit peu engueulé dans l'oreillette qu'il était en train de lâcher Bernal, et qu'il fallait qu'il pense à l'intérêt du collectif plutôt qu'à son intérêt personnel. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, les coureurs qui ont perdu du temps aujourd'hui, on commence avec Alexandre Vlasov, le coureur russe. Vlasov, c'est un peu la mauvaise opération du jour, le coureur d'Astana. J'irais presque, il a limité la casse parce qu'il avait vraiment pas de jambes. Quand on le voit déjà dans la côte de Zvezeri, après cette longue portion de descente où l'échappée avait mis beaucoup de temps à sortir, où on le voit déjà mal placé dans le peloton. Et puis dans le Passo San Valentino, c'était pas dingue non plus. Et dès le pied quasiment du Segaldiala, il était à fond, il était derrière. Et je me suis dit, oulala, c'est-à-dire que s'il lâche à 8 bornes de l'arrivée, ça va faire long et les écarts vont être énormes. Et au final, Vlasov, il perd que 3,08. Mais il perd quand même 3,08. Donc il perd 2 positions au classement. Il perd pas de position, pardon, au classement général. Mais ce matin, il était un écart relativement raisonnable de Simon Yates. Ce soir, il est 4e à 6 minutes 03, c'est-à-dire à 3 minutes quasiment, à 2,40 voilà, du podium, à 3,40 de Caruso. Commence à faire beaucoup, et puis vu les jambes qu'il avait Vlasov aujourd'hui, j'ai peur qu'il finisse un peu en grande difficulté. Je continue avec Giulio Ciccone, la journée de la poisse pour Ciccone, pris dans la chute, dans la chute Evenepoel. C'est pas vraiment la chute Evenepoel, hein. Mais vous m'aurez compris, on va dire, dans l'idée. Donc là, c'était déjà pas top. Il avait déjà eu un problème mécanique auparavant. Ça fait beaucoup d'efforts, surtout qu'on ne l'a pas vraiment attendu dans la descente du Passo di San Valentino. Donc il est revenu quasiment juste avant le Segaldiala, il est revenu à 2 km du pied. Et là, à partir de ce moment-là, quand vous avez fait énormément d'efforts dans votre journée, c'est compliqué de changer de rythme dans la montée. Et puis, peut-être qu'il ressentait également des douleurs de sa chute, parce qu'on le voyait pas mal bouger son poignet. Et c'est vrai que si vous avez des douleurs au poignet ou aux avant-bras, vous ne pouvez pas tirer correctement sur votre guidon. Et quand vous ne tirez pas correctement sur votre guidon, vous ne pouvez pas avoir un bon coup de pédale en montagne. Souvent, les grimpeurs, voilà, ils aiment un peu tirer sur leur guidon pour les aider en montagne. Si vous ne pouvez pas faire ça, c'est mort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Ciccone, c'est le perdant du jour, parce qu'il finit... il perd 4 positions au classement général. Il est désormais à 11,06, menacé par Dan Martin parce qu'il n'y a plus que 2,30 entre les deux. Et surtout, il finit à très loin cette étape, parce qu'il finit, Ciccone, 28e, derrière notamment Matteo Fabro, Olivier Vaqueux et Matteo Badilati, qui a fait une belle montée en passant Badilati. Donc c'est vraiment une journée compliquée, la journée de la poisse pour Ciccone, mais ça lui coûte très très cher. Et puis je termine avec Hugh Carty, très discret quand même depuis le début de ce Giro. On a énormément vu son équipe rouler, mais alors lui, on l'a quand même très peu vu. Et là, Hugh Carty, ça a été compliqué, parce qu'il lâche après Romain Bardet, et pourtant, et donc largement après Vlasov, et pourtant il se retrouve derrière Bardet et derrière Vlasov à l'arrivée, 21e simplement à 3,52. C'est pour vous dire que dans les derniers kilomètres, il a vraiment explosé, Hugh Carty, parce qu'il finit quand même à quasiment 45 secondes de Vlasov, il finit à 1 minute de Romain Bardet, alors que à 6 km de l'arrivée, les deux étaient ensemble. Donc c'est assez incompréhensible. Donc Hugh Carty a complètement explosé. Je suis un petit peu quand même inquiet pour Hugh Carty sur la fin de ce Giro, parce que j'ai l'impression que physiquement, c'est pas la folie pour le coureur britannique, qui a perdu donc 2 positions générales, qui se retrouve 5e à 6,09, menacé par Bardet, mais également Martinez. Et n'oublions pas Almeida, juste derrière. Vous pouvez voir le classement général, et dans la description de cette vidéo, comme tous les classements également annexes de ce Tour d'Italie. Eh bien, demain, on aura une étape plus calme
pas sûr. Il y aura une belle bagarre entre baroudeur, puncher et sprinter. C'est une sorte de Paris-Tour à ancien format, on va dire, avec pas mal de difficultés, mais en toute fin d'étape, sur les 30 derniers kilomètres, on aura une concentration de petites difficultés qui pourraient faire des dégâts dans le peloton. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, et puis nous on se retrouve donc demain pour faire la présentation de cette étape numéro 18, ça serait à 7h30, pardon, et puis pour faire le débrief de cette étape, vers 21h30, voire plus tard, tout dépend si l'étape a été très animée ou non. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.